jusqu'ici. Voilà. Bénédicte. Merci beaucoup Magali. Justement, vous parlez de nucléaire. On va partir en Iran dans une seconde pour un mystère enfin résolu. Rachel Kahn et le général François Chauvency sont toujours avec nous. Valérie Nataf nous a rejoint. Valérie, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Et Pierre Ménat, diplomate, ancien conseiller Europe de Jacques Chirac et d'Alain Juppé. Vous êtes le bienvenu. Vous avez écrit L'Union européenne et la guerre, dont voici la couverture, publiée aux éditions de l'Harmattan. Alors la Russie et la nécessité pour elle, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, de faire alliance avec des partenaires solides. Souvenez-vous, très vite, on s'était rendu compte que les Iraniens livraient des drones à Moscou. Il y avait eu des deals, évidemment, au début. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans cette émission. Désormais, on comprend mieux, Nivine Potros, avec les infos qu'on reçoit aujourd'hui, comment ce deal a été possible. Exactement. Ce sont des informations de nos confrères du Wall Street Journal qui nous apprennent qu'un accord de cybercoopération qui était suspendu depuis 2 ans vient d'être relancé avec la guerre en Ukraine. Alors ce texte, il prévoit quoi? Eh bien tout simplement un échange entre d'un côté des armes en dur, entre guillemets, puis de l'autre des cyberarmes. Dans le détail, ça donne ceci. L'Iran a livré à la Russie des drones, des missiles à courte portée, des chars, des pièces d'artillerie. Au total, ce sont 2 navires remplis d'armes iraniennes que Moscou a pu récupérer. Puis en échange, Moscou s'est engagé à fournir à Téhéran des appareils d'écoute et de photographie, des détecteurs de mensonges, des dispositifs de surveillance des communications, des logiciels permettant de pirater les téléphones et notamment les téléphones évidemment des opposants politiques. Et tout cela sera très utile au gouvernement iranien qui coupe très régulièrement l'accès à Internet pour empêcher évidemment les manifestants de communiquer. Avec ces nouvelles cyberarmes venues de Russie, eh bien Téhéran va pouvoir également amplifier la censure, mener des campagnes de désinformation ou encore des cyberattaques. Merci beaucoup Nivine Potros. Alors moi j'ai appris en préparant cette émission que l'Iran était devenu une nation qui compte beaucoup désormais dans le domaine de la cyberguerre. Ça peut leur servir aussi à détourner les sanctions américaines, éventuellement en général? Oui, mais je crois que non. On est plus dans la situation la plus générale qui est la guerre se fait pas uniquement par des chars, mais c'est aussi par le cyber aujourd'hui. N'oublions pas quand même que l'Iran a revendiqué quelques attaques. Il y a eu il y a 3-4 ans des attaques sur tout le système d'eau potable en Israël, tout comme d'ailleurs l'Iran a subi une attaque d'Israël en 2010-2011 sur tous ces du matériel nucléaire, qui a quand même retardé de quelques années la progression de la connaissance dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui ça fait partie de la guerre, mais il n'y a pas de mort officielle. Donc c'est ça qui change. Alors maintenant qu'il y a un deal, c'est un peu surprenant. Est-ce que les Russes ont vraiment besoin de l'armement iranien dont on parle? Parce que j'ai vu qu'il y a le mot char. Alors je suis à regarder là. Je me demande quel char les Iraniens pourraient bien livrer. Peut-être des pièces, ceci dit. Il manque de pièces détachées quand même. Oui, mais ils ont de la production locale, donc a priori c'est de la compatibilité entre matériels, donc je me pose des questions. Maintenant qu'ils aient livré des armes, c'est indéniable, les Américains l'ont bien dit, et ils l'ont prouvé, bon, très bien. Maintenant, le deal, là, on est quand même dans les relations privilégiées entre 2 États autoritaires, qui ont déjà une grande collaboration en Syrie, n'oublions pas, depuis quand même 2015, donc ils ont intérêt à s'opposer à ce qui est américain, donc il y a des accords de toutes les formes. Pierre Ménat, le cyber, on l'a beaucoup dit, c'est l'un des domaines dans lesquels les Russes sont très forts. On était tous effarés de voir l'état de l'armée au sol, par exemple. On a découvert que c'était finalement sans doute une petite armée en termes pas en nombre évidemment, mais en termes d'efficacité. Pourquoi ils n'utilisent pas plus cette arme-là, du cyber? C'est une guerre hybride, donc effectivement ils l'utilisent. On a eu il y a quelques jours des hackers qui ont bloquer le site de l'Assemblée nationale en France. Mais il pourrait faire beaucoup plus. Mais je pense qu'il ne l'exclut pas. Ouais. Donc pour l'instant, si vous voulez, la guerre a pris la forme d'affrontements sur le terrain. Donc elle continuera de le faire. Et comme ça a été dit, les Russes se préparent à une guerre longue qui ne sera pas que militaire pour les raisons que vous avez dites, c'est-à-dire ils n'ont pas des moyens illimités.
Et donc, les cyberattaques, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, oui, parce que ça ne fait pas de mort, comme le disait le général Chauvency, mais ça peut faire énormément de dégâts. Et ça peut faire des morts, d'ailleurs. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. En Iran, ça va faire des morts. Pirater les téléphones des opposants, écouter tous les dispositifs que nous a détaillés Nivine, c'est bien fait pour réduire au silence l'opposition qui s'est manifestée et de manière assez spectaculaire ces dernières semaines et ces derniers mois. Et ça procurera des morts. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que cette ingérence, d'une certaine manière, de la Russie dans les affaires intérieures iraniennes, parce qu'en livrant ce type de matériel, il s'ingère dans les affaires iraniennes, il faudrait que le monde entier en soit informé, parce que quand le président de la République à la tribune de l'ONU disait le colonialisme ce n'est pas celui que vous croyez, l'impérialisme ce n'est pas celui que vous croyez, l'Occident là-dedans dans son rapport avec Poutine n'est pas celui que vous croyez, peut-être beaucoup de peuples qui croient dur comme fer que la Russie est là pour les libérer pourraient être utilement informés de ce qui se passe, de cette coopération entre deux régimes qui ne sont plus là autoritaires mais carrément dictatoriaux. Mais d'ailleurs, Rachel Kahn, c'est vrai qu'en plus les Russes fournissant ces armes-là aux Iraniens ont toutes les clés évidemment technologiques pour pouvoir un jour avoir effectivement une vraie mainmise sur le iranien. Complètement. Et puis ça raconte beaucoup, cette complicité en fait raconte beaucoup. Alors non seulement par rapport aux États-Unis, mais là sur cette entre guillemets division entre ce monde occidental, on connaît parfaitement la situation, enfin parfaitement. Malheureusement, la situation en Iran sur les questions de droits de l'homme, la situation des femmes, liberté d'expression et autres. Donc ça divise encore plus le monde, en tout cas sur la bataille idéologique là pour le coup. Et puis par rapport à ces questions d'ingérence, ça c'est éperdument intéressant, c'est que certes on n'est plus dans des ingérences territoriales, mais aujourd'hui le numérique, on sait très bien qu'il y a des ingérences via le numérique. Ils l'ont dit d'ailleurs, Wagner l'a dit. Absolument. Effectivement, dans différents États. Donc en fait, le droit international est en train de courir après les évolutions technologiques là-dessus. Oui, et puis ça peut faire des morts aussi, ne serait-ce que quand on paralyse le système informatique d'un hôpital, ne serait-ce que ça. Oui, non mais voilà, ce sont des morts moins visibles. On va revenir dans une seconde, partir sur le terrain. D'abord du côté de Mélitopol. Mélitopol, c'est une ville qui est située sur le territoire ukrainien, mais occupée par les Russes. Et vous allez voir que les Ukrainiens ont bombardé cette nuit. On va essayer de comprendre pourquoi Mélitopol. Alors on parle souvent de villes qui sont symboliques. Mélitopol, c'est fondamental pour les deux parties d'ailleurs. On va y revenir et puis ensuite on retrouvera notre équipe qui a retourné un reportage exceptionnel que je vous montrerai évidemment du côté d'Advivka. A tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Retrouvez votre programme avec Gevalto, logiciel de gestion ERP et CRM dans le cloud. Regardez les gars ce que j'ai retrouvé. T'es sûr? Ouais, certain. C'est réparé. Pouvoir compter sur 4 millions de professionnels, ça donne vraiment confiance. Page jaune, le pro qu'il vous faut. BookTok, c'est la communauté littéraire de TikTok et ça va vous faire redécouvrir la littérature. Toutes les littératures. Le manga, la romance, le thriller, les classiques. Ce livre m'a vraiment changé la vie. L'auteur m'a transporté. Alors? Moi j'ai adoré ce bouquin. Ah, t'as fait les courses? Ouais, et c'est pas fini. Comment ça, c'est pas fini? Non, t'es pas sérieux là. Et t'en as pris pour combien? Franchement, tu crois pas qu'on devrait essayer de faire un tout petit peu attention? Ok, j'ai rien dit. Si Lidl ne fait pas de concessions sur les prix, c'est pour que vous n'en fassiez pas non plus. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Marc, pourquoi avoir choisi Vérissure? Pour nous rassurer. Il y a 2 ans, on s'est fait cambrioler. Ils sont passés par le jardin. Ça nous a vraiment marqué et on avait beaucoup de mal à dormir après ça. Oui. Mais depuis, on a fait installer Vérissure et on se sent vraiment mieux. Faites pas comme nous, n'attendez pas que ça vous arrive. Rendez-vous sur vérissure.fr pour bénéficier des frais d'installation offerts. Un impact? C'est facile pour vous de le faire réparer. En 3 minutes, c'est fait. Vous avez votre rendez-vous avant que votre programme reprenne.
Tapez votre numéro d'IMAT, choisissez le carglass le plus proche, l'heure et le jour. Et votre pare-brise retrouve sa solidité. Où et quand vous voulez, sur carglass.fr. Et en ce moment, Carglass vous offre 60 € sur une sélection de produits Karcher pour la voiture. Et avec 60 € offerts, ce nettoyeur haute pression par exemple, il ne vous coûte rien. Alors prenez vite rendez-vous sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Merci docteur. Alors à quel tour? Bonjour. Qu'est-ce qu'on... Docteur, appelez le 112. Chez Groupama, nous lançons un programme pour former gratuitement 1 million de Français aux gestes qui sauvent grâce à nos élus bénévoles et nos collaborateurs. Volkswagen ID.5. Une charge rapide et une autonomie jusqu'à 531 km. Les préjugés sur l'électrique vont en prendre un coup. Avec sa mise à jour à distance, votre voiture est toujours à la page, comme vous, et même parfois un peu plus. Volkswagen ID.5 100% électrique, un modèle à suivre. Découvrez également sa version sportive GTX. Venez les essayer en concession. Volkswagen. Chers voisins, voici des livres que nous avons lus et relus et nous aimerions vous en faire profiter. Vous trouverez de tout, des romans, de la poésie et même des livres de recettes faciles à faire. Enfin, en théorie. Bref, on espère qu'ils vous plairont autant qu'à nous. PS, Charlie l'éléphant est très efficace pour endormir les enfants. Les nuits sont toujours plus longues quand on a mal aux dents, même quand elles ont fini de pousser. Alors chez Groupama, quel que soit votre âge, nos dentistes partenaires vous soignent avec des avantages privilégiés. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Et si c'était le moment de changer? En ce moment, jusqu'à 350 € offerts pour toute nouvelle souscription. Bonjour, je suis un hôtel de luxe à Paris. Venez donc profiter de la vie le temps d'un week-end. Je cherche quelqu'un qui aime les restaurants étoilés, les vues imprenables sur la ville, les visiteurs d'exception, les cadres somptueux et des croissants tout chauds au saut du lit. Alors, laissez-vous aller et découvrez l'endroit parfait pour vous. Vous voulez connaître la valeur de votre voiture? Rapidement et facilement en ligne, renseignez les détails concernant votre véhicule sur vendezvotrevoiture.fr. Vous recevrez un prix de vente ferme et non pas une simple estimation. Après une courte vérification en agence, vous pouvez nous vendre votre voiture. Obtenez votre prix maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. La meilleure énergie pour votre maison est celle que vous ne consommez pas. Groupe Verlaine a sélectionné pour vous le polystyrène expansé comme résistant thermique infaillible. Ravalez en isolant votre maison et faites d'importantes économies d'énergie. Inscription sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bienvenue chez Poltron et Sofa. Voici un vélo. Venez nous voir. On va en donner à tout le monde. Chez Poltron et Sofa, découvrez la nouvelle collection Surprise. Un lit très confortable, simple à ouvrir et à essayer. À 756 €. Regardez ce canapé. Ses assises, une simple pression et elle s'allonge. À 1390 €. En plus, cette semaine, participez à l'inauguration du tout nouveau magasin de Paris, La Défense. Il te ressemble. Poltron et Sofa. Solo divani di qualità. Et voilà. Certaines choses devraient être accessibles à tous, comme le véhicule électrique. Nouvelle Dacia Spring 100% électrique, à partir de 4 € par jour, soit 120 € par mois, avec 3 ans d'entretien inclus. Nouvelle Dacia Spring, véhicule électrique le plus vendu à particulier en 2022. Pourquoi on ne crée pas des lunettes que les enfants n'auraient pas envie de perdre? Chez Lissac, nous proposons des collections spécifiques pour les enfants, qui leur donnent envie de les porter plus souvent. Lissac, l'opticien qui change la vue. Dispositif médical. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Retrouvez votre programme avec Divalto, logiciel de gestion ERP et CRM dans le cloud. 16h25, on est en direct toujours évidemment avec cette question: est-on au sud de Bakhmout en train d'assister au début de la contre-offensive ukrainienne? Regardez ces images qui datent de la nuit dernière. On est dans la ville de Melitopol, la ville bombardée par
les Ukrainiens, on pourrait même dire pilonnés. Pour vous expliquer, Melitopol est une ville en territoire ukrainien, mais occupée par les Russes. Alors on peut se poser la question déjà, peut-être, Général, avec vous, pourquoi Melitopol est-elle une ville aussi stratégique, que ce soit pour les Russes comme pour les Ukrainiens, évidemment, qui a priori sont chez eux. On le voit ici, cette ville qui est donc vraiment sur la carte en jaune, hein, donc occupée par les Russes en profondeur. Elle est au milieu de la zone sud déjà, elle est à 80 à 100 km de la ligne de front. C'est un nœud ferroviaire, un nœud routier. Qui permet aussi, je dirais, le soutien logistique de la Crimée. C'est aussi, à mon avis, aussi la base arrière des lignes russes face à l'Ukraine au sud. Et puis, en plus, le terrain, d'après les quelques images qu'on a pu voir, ou qu'on regarde un peu les cartes, hein, c'est quand même un terrain suffisamment dégagé pour permettre une vraie offensive comme on la concevrait pour une armée régulière. C'est ce que vous appeliez une plaine à chars? Oui, une plaine à chars, oui. C'est-à-dire que, bon, il y a un espace. Il n'y a pas de relief, quoi. Voilà, il n'y a pas de relief. Ça veut dire aussi que, bon, on se fait allumer. Mais la vitesse du char, plus tout ce qui va avec, permettrait d'envisager une offensive. Enfin, sur 80 km, on peut en douter. En revanche, qu'il y ait des frappes, alors on ne connaît pas l'état des frappes exactement à Melitopol, donc un nœud important, à la fois logistique et puis même symbolique, puis c'est au milieu, il couperait finalement cette zone en deux si les Ukrainiens y arrivaient. Mais effectivement, on peut supposer que les Russes s'y sont bien installés, qu'ils ont installé tous leurs dépôts et qu'en fait c'est déjà des frappes pour affaiblir cette capacité logistique à soutenir les premières lignes. Alors on est à une bonne centaine de kilomètres de la ligne de front, vous l'avez dit. Alors évidemment on se pose la question, quelles armes ont été utilisées par les Ukrainiens pour aller frapper dans la profondeur? Les Russes le disent, ce sont des armes américaines qui ont été utilisées. Regardez, c'est le ministre de la Défense, Shoigu, qui le dit. La défense antiaérienne a abattu 18 roquettes du système HIMARS et une roquette guidée GLSDB. Alors, GLSDB, qu'est-ce que c'est? Nargis Hadji, vous avez regardé, vous allez nous expliquer. Eh bien, les GLSDB pour Ground Launched Small Diameter. Bombe, traduction littérale, bombe de petit diamètre lancée du sol, donc en français. Ces engins sont caractérisés par le moteur de la roquette et une bombe de petit diamètre. Ils sont de fabrication américano-suédoise, les deux entreprises, Boeing et Saab. Selon le constructeur suédois, elles vont loin, elles vont même très loin. Elles peuvent viser une cible à 150 km avec une marge d'erreur de seulement 1 mètre. Ces GLSDB évitent d'exploser un avion ou un drone pour atteindre des cibles longue distance et par ailleurs, elles coûtent beaucoup moins cher. Alors, Nargis, qu'est-ce que ça changerait sur le terrain ? Eh bien, cela donnerait un avantage important aux Ukrainiens. Aujourd'hui, grâce aux HIMARS, l'artillerie ukrainienne touche des cibles à environ 70-80 km maximum. Grâce aux GLSDB, elles vont presque doubler leur portée pour atteindre 150 km. Cela permettrait donc de tirer loin, de tirer mieux, avec plus de précision et donc de menacer des positions russes. La Crimée, par exemple, dont vous veniez de parler, elle serait donc désormais à portée d'artillerie en ciblant, pourquoi pas, le pont de Kerch. Cela permettrait de couper toute logistique russe sur la péninsule. Alors jusqu'à maintenant, les Occidentaux refusaient de fournir ce type de système longue portée aux Ukrainiens, par crainte évidemment de provoquer une escalade avec Moscou. Kiev l'a promis aux Occidentaux, ces roquettes ne viseront que des cibles en territoire occupé par les Russes. Les États-Unis ont finalement annoncé le 3 février qu'ils fourniraient des GLSDB à l'Ukraine, mais le calendrier de livraison n'avait pas été donné. Voilà pour les précisions de Nargis Hadji. Donc ce peut être ça, parce qu'encore une fois, Melitopol, c'est en territoire occupé. Et puis il y a une question de distance. Oui. Il y a des frappes de précision apparemment, il y a une distance dans la profondeur. Quelles sont les armes effectivement qui ont pu frapper aussi loin? Parce que les HIMARS normalement ne vont pas jusqu'à là. Ou alors c'est vraiment en première ligne, elles seraient infiltrées. HIMARS c'est 80 à peu près, maximum, hein, il me semble. Voilà, donc on est quand même limite de bon. Donc quelles sont les armes effectivement qui ont frappé Melitopol? Est-ce que ce sont des drones? Est-ce que ce sont des missiles que peut-être les Ukrainiens ont? Est-ce que c'est de l'aviation? Pour l'instant, c'est pas très clair et c'est pas un seul missile qui peut dire quelque chose. En revanche, moi, ce dont je me souviens, c'est qu'après la déclaration américaine en début février sur la livraison de ces armes, rien ne pourrait se faire avant un certain temps, et au moins avant l'été. Donc apparemment, il y aurait déjà des armes livrées de ce type sur le terrain. Donc peut-être que les Américains ont libéré un peu de leur stock militaire au profit des Ukrainiens. Bon, ça demande d'être vérifié. Moi, je pose comme une question, c'est quelles sont les armes effectivement qui ont pu frapper aussi loin en profondeur, là où ça a frappé. Mais de toute façon, vous disiez, il y a une question de calendrier, on se demande si, etc. On a quand même découvert hier
qu'un certain nombre des promesses faites par les Occidentaux avaient été tenues. Il y a une photo, alors vous l'avez certainement vue un peu partout, elle vaut le coup d'être regardée à nouveau, photo où les autorités ukrainiennes posent fièrement devant des chars. Alors il y a un peu tous les drapeaux, il y a le drapeau allemand, il y a le drapeau britannique, il y a le drapeau américain évidemment. Ils ont reçu beaucoup de... Pardon ? C'est pas le drapeau français. Non, alors justement... C'est des léopards. Il n'y a pas le drapeau français, ce sont les léopards effectivement. C'est marrant que vous disiez ça parce que ça a été la réaction tout de suite quand on a préparé l'émission. Il n'y a pas de français alors qu'on a quand même été les premiers à livrer des chars qui n'étaient pas des chars lourds mais quand même. Oui, des chars légers. Et moi je voudrais juste revenir d'un mot sur ce que vient de dire le général Chauvency. Les Américains avaient dit, et vous l'avez rappelé, que ça ne serait pas avant le début de l'été. Donc vous estimez que peut-être ils ont libéré des stocks stratégiques. Peut-être aussi qu'ils ont menti parce qu'il fallait que les Russes ne sachent pas que la livraison d'armes pouvait être anticipée. Pour ça, parce qu'en fait, alors manifestement ils en ont reçu, certains ont fait des calculs et tout, je sais que dans l'équipe de Éric Brunet hier ils ont calculé pour nous une 50aine de chars qui ont été reçus, on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait une 50aine avant début avril, voilà, donc il y a effectivement, c'était la question subsidiaire, manifestement des livraisons qui ont eu lieu en toute discrétion. L'idée c'est d'amasser un certain nombre d'armements, chars, etc., d'économiser les munitions, ce qui expliquerait ce qui est en train de se passer sur le terrain en ce moment, pour une contre-offensive. Je ne sais pas si elle a démarré, là c'est le général qui le dira, mais en tout cas ça n'a jamais été aussi proche. Alors, riposte russe, parce que du coup on a regardé un peu ce que disaient les Russes à ce sujet-là. Alors c'est un responsable russe qui est cité par une agence de presse officielle, RIA Novosti, agence officielle russe, c'est celle qui nous donnait les images tout à l'heure de Wagner. Je vous le lis. À ce jour, l'industrie de la défense russe a livré plusieurs centaines de nouveaux chars récemment sortis de la chaîne de montage aux forces russes de l'opération militaire spéciale. Ce message date d'hier, donc conjointement au moment où cette photo a été publiée. T-90M et T-72B3M sont complètement supérieurs en termes de caractéristiques de combat. Des pays de l'OTAN ont fourni ou fourniront des troupes ukrainiennes dans un futur proche. Voilà, en gros, les Russes nous disent, nous on a pu en produire des tout neufs, tout beaux, et qui sont encore plus efficaces que les tanks, que les chars livrés aux Ukrainiens. C'est crédible, ça? C'est intéressant, je trouve, parce que justement, parce que ça pousse presque les Russes à la faute. Enfin, je parle sous votre contrôle, mon général, parce que au fond, l'idée de ne pas savoir ce qui est arrivé sur le terrain. D'ailleurs, en début d'émission, on voyait ce présentateur qui disait oui, de toute façon, ils reçoivent rien de l'Occident, etc., et que finalement oui, et que là, ils dévoilent finalement leur matériel. Je trouve ça particulièrement intéressant. Oui, en fait, les Russes font de l'auto-approvisionnement et en fait, ils réagissent aux images et aux informations qui sont données, quand même, qui sont nombreuses sur les aides militaires des États-Unis, des Européens à l'Ukraine, en rappelant qu'eux, ils ont leur propre capacité de production. Après, sur les chiffres, sur les modèles, là, je ne sais pas. Oui, plusieurs centaines de nouveaux chars récemment sortis de la chaîne de montage. Il ne faut pas trop y accorder d'importance, mais en tout cas, le principe est celui-là, c'est de dire, nous, on a aussi une capacité. Nous aussi, on sait faire. On n'est pas dépendant des autres, contrairement à l'Ukraine. Ça, c'est le T-90M qu'on voit, vous savez ça ou pas? Alors, je ne peux pas vous dire. Vous ne connaissez pas les chars russes? Enfin, comme ça, en voyant le canon. Je ne peux pas vous dire. Simplement vous dire que, de toute façon, les déclarations des uns ou des autres n'auront du sens que le jour où ces chars s'affronteront. Pour une raison très simple. D'abord, les chars occidentaux n'ont fait aucune guerre à la date d'aujourd'hui. On les vend comme étant les meilleurs du monde et les plus perfectionnés. Ça reste à prouver sur le champ de bataille. Ils sont performants, ils ont des capacités. Ça, c'est un premier point. Du côté russe, c'est quand même des chars anciens revalorisés, à part le dernier. Alors, T-90, il y a aussi le T-10 ou T-14. Ils disaient que c'était en fait des modèles qu'ils avaient Donc, je dirais que c'est la bataille qui va dire quel est le meilleur char. Pour l'instant, on est plus dans la communication de part et d'autre pour dire, voilà, je mets des chars qui viennent d'Occident, je mets des chars de mes usines de l'autre côté, et puis à un moment, maintenant, advienne que pourra. Alors, il y en a quand même un qui est particulièrement optimiste, et on n'a pas l'habitude quand même de les entendre à ce point-là. C'est le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Je vous en parlais tout à l'heure. Écoutez ce qu'il a dit, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que nous assisterons à une recrudescence des combats au printemps, à mesure que les conditions de manœuvre s'amélioreront, et sur la base des mesures que nous avons prises et que nous continuons à prendre. Je pense que l'Ukraine aura de très bonnes chances de succès.
L'Ukraine aura de très bonnes chances de succès. En général, ils sont assez prudents quand même, les Américains. Ça fait partie de la... Vous parlez de guerre hybride, mais alors là, c'est une guerre tous azimuts. Ça, c'est une guerre psychologique. C'est démoraliser les gros sabots. Par avance. Oui, un peu. Mais bon, tout est bon pour essayer de démoraliser et d'intimider, d'impressionner l'agresseur russe. Donc, parce que Lloyd Austin, on l'a déjà entendu beaucoup plus réservé, par exemple, sur les chances ukrainiennes de l'emporter à Bakhmout. Donc je trouve que, bon, là c'est normal. Dans la perspective de cette contre-offensive, on va voir petit à petit s'aligner toutes les petites briques de communication, militaire, politique, etc. 50 chars, c'est bien, ça suffira pas pour gagner la guerre. Il faut que tout arrive en même temps. Vous nous l'avez souvent dit, général. Et je confirme. Ouais. Sur les propos du secrétaire d'État à la Défense, je crois qu'il faut aussi les mettre en rapport avec ce qu'a dit M. Blinken il y a quelques jours, donc, qui lui disait l'Ukraine ne pourra pas régler tout par la voie militaire. Donc il a été critiqué, on a dit mais alors comment, si c'est pas par la voie militaire, comment est-ce que vous voulez des négociations tout de suite? Donc aussitôt il y a une correction. Effectivement, Miley, le chef d'état-major, avait été assez prudent en disant ils ne pourront pas tout reconquérir. Donc, un message optimiste, c'est aussi une réponse à certaines critiques de la presse. Vous avez raison. Et puis pour la population nationale américaine aussi. Oui, et puis on a bien vu que c'était aussi l'arme espérée par les Russes, c'était que les Occidentaux se lassent, qu'il y a une sorte de fatigue et qu'en l'absence de résultats, ça on l'a souvent dit. Et si on veut faire de la politique politicienne, c'est aussi une réponse de l'establishment démocrate aux propos récents du gouverneur DeSantis, principal rival de Donald Trump, qui estimait qu'il fallait moins donner à l'Ukraine, puisque voire plus du tout, parce que de toute façon l'Ukraine n'allait pas gagner. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons à ce commentaire très optimiste. On verra dans les semaines qui viennent, effectivement. On a souvent dit qu'il fallait que la terre sèche et qu'ensuite peut-être on arriverait à faire bouger cette guerre qui est devenue une guerre de position au moment où l'hiver est arrivé. On verra tout cela. Un petit mot, vous avez vu inscrit sur le bas de cet écran que le pape François a été hospitalisé. On surveille évidemment, manifestement c'était programmé. On surveille ce qu'il se passe, bien entendu, du côté de Rome. On va se retrouver dans un instant. Et alors là, vous allez pouvoir voir des images qui sont d'une part exclusives et surtout qui sont particulièrement fortes. Ce sont des images tournées par notre équipe en Ukraine, qui était à Avdiivka il y a 2 jours. 2 jours, c'était lundi. Et lundi, c'est le jour où toute la ville a été évacuée, toute la communauté tous les derniers employés municipaux ont été évacués de la ville. Elles ont pu tourner à ce moment-là. Elles nous ont fait un long reportage. Vous allez pouvoir le découvrir ensemble. C'est vraiment poignant. C'est parfois difficile, évidemment, à voir. Mais c'est important et ça fait partie de la mission d'un journaliste de nous montrer toutes ces images-là. Elles seront avec nous toutes les deux dans une seconde. Mélina Huette et Morgane Bonnat. On fait une courte pause en attendant et on les rejoint tout de suite.